Cette nuit, souvenons-nous de ceux qui ont donné leur sang pour défendre cette série. Saluons les morts victorieux. Je ne sais vraiment pas par où commencer, cet épisode 3 était exceptionnel, c'était incroyable, pas exemple de défaut, mais c'était vraiment superbe. Je ne sais pas par où commencer, tant il y a de choses à dire concernant cet épisode 3. C'était difficile à regarder, c'était très difficile à regarder par moments, c'était épique, c'était trop sombre parfois, c'était exceptionnel, c'était génial. Bref, un épisode rempli de bonnes choses et de mauvaises choses par moments, mais c'est très rare. Et en fait, au final, la bonne chose est quand même là. Cet épisode 3, on a survécu à l'épisode 3, mais qu'est-ce que ce fut difficile. Par les anciens, les nouveaux dieux, Rolor, le dieu noyé et compagnie, c'était insoutenable par moments, j'ai même pas les mots tellement des fois c'était difficile à regarder, mais je vais essayer de vous faire ma review et mon analyse sur tout ce qui s'est passé dans cet épisode 3. Déjà pour commencer, d'une manière globale, cet épisode 3 se concentre uniquement sur Winterfell et tout ce qui se passe autour de Winterfell avec la bataille de Winterfell, les hommes face aux morts. Et dès le départ, je trouve qu'il y avait une ambiance pesante, il y avait des bruits sourds, il y avait une espèce de tambour lourd, vraiment quelque chose de lourd pour vraiment montrer que l'atmosphère était lourde, que tout était difficile à supporter, que les personnages avaient l'air de suffoquer. J'ai trouvé ça super de voir cette séquence à travers les yeux de Sam notamment, puisque c'était vraiment très bien mis en scène. Ça m'a même fait penser un petit peu à la préparation dans la guerre des tranchées pour la Première Guerre mondiale. Par exemple un petit peu où on voit les soldats qui s'agitent, un personnage qui sait pas trop où il est, il regarde un peu penaud, il sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fout là. C'était Sam, et j'ai trouvé cette allusion avec la Première Guerre mondiale vraiment pertinente, le fait qu'il y ait des tranchées, qu'il y ait des pics acérés, qu'on voit Sam qui se promène, le fait qu'on voit les soldats qui avancent, Sam qui sait pas trop ce qu'il fait là, les lumières un petit peu jaunâtres qui fait un petit peu penser comme à la Première Guerre mondiale. J'ai trouvé ces plans vraiment très beaux, très esthétiques, c'était réussi de ce point de vue-ci. Et au final, l'ambiance qui ressort de cet épisode, c'est à la fois des joies, des larmes, des pleurs, de la tension, des frayeurs. Vraiment, il y a tellement de choses à dire sur cet épisode que c'est pratiquement impossible de complètement l'analyser en une seule vidéo. Mais en tout cas, cet épisode, il était exceptionnel. Je l'ai dit 10 fois, mais je le redirai tout le temps pendant toute la review. Dès le départ, on assiste au retour de Mélisandre, un retour que j'avais plus ou moins prédit et qui était plus ou moins attendu, même si j'ai eu quelques petites déceptions sur ce point de vue-là, parce que Mélisandre, je pensais qu'elle allait revenir de Volantis avec la main ardente, une armée d'esclaves au service des prêtres de Rolor à Volantis. Il y a 1000 soldats dans cette armée, et j'aurais aimé voir cette armée intégrée dans Game of Thrones. Je sais qu'il ne reste que 6 épisodes et que c'est très difficile de pouvoir faire plaisir à tout le monde, mais j'aurais quand même aimé avoir la main ardente, même si justement j'ai trouvé ça assez intéressant que Mélisandre vienne avec une main ardente entre guillemets, c'est-à-dire son pouvoir, et qu'elle enflamme toutes les armes des Dothraki. J'ai trouvé ça vraiment super, le fait qu'elle soit là et qu'elle serve à quelque chose. Son retour, dont je ne m'attendais peut-être à ce qu'elle soit entre guillemets, elle se sacrifie pour permettre aux héros de gagner du temps. Au final, elle est venue et elle a vraiment participé à la bataille et elle s'est rachetée de toutes ses fautes en aidant les héros à combattre les marcheurs blancs d'une manière absolument épique. Le début de la bataille était super, c'était très bien exécuté. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on voit la préparation dans tous les détails, tous les personnages sur les murs, ceux qui sont dehors, le fait qu'il y ait carrément des cohortes de soldats, donc des immaculés qui soient dehors en ligne, c'était exceptionnel. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait une charge désespérée de Dothraki au départ. Là on a eu un espèce de contraste chaud-froid qui était magnifique, où on a carrément toute l'armée des Dothraki qui charge avec Jorah Mormont et qui se fait exploser par les spectres. Au fond, où on voyait la bataille au loin avec notamment les torches qui s'éteignaient au fur et à mesure, et on voyait les personnages au premier rang qui étaient complètement gagnés par la peur au fur et à mesure qu'ils voyaient des chevaux revenir ou des Dothraki qui couraient. J'ai eu peur pour Jorah Mormont au départ, je me suis dit bon Dieu, mais ils vont nous enlever Jorah Mormont dès le départ comme ça. Par contre Fantôme, je ne sais pas ce qu'il est devenu, donc peut-être que Fantôme c'est un personnage qui a disparu. J'espère qu'il est en vie, j'espère pour lui, parce que franchement le faire venir pour 2 épisodes, juste le voir charger à côté de Jorah et disparaître, ça serait assez frustrant comme fin pour Fantôme, mais je suis sûr qu'il a survécu à la bataille et que Jon Snow va le découvrir dans les cadavres un petit peu plus tard, peut-être dans l'épisode 4, qui sait. Au final, la bataille se déroulait en 4 phases complètes, je vais revenir plus en détail sur chaque phase. Une première phase, armée contre armée classique, une deuxième phase où l'on se bat dans des espaces clos
clos, des petits espaces, des couloirs, des pièces, la cour interne de Winterfell, le bois sacré, donc vraiment des espaces beaucoup plus clos qui permettent un combat rapproché beaucoup plus intense et beaucoup plus dynamique. Je pense également aussi à la séquence de la crypte qui se passe plus ou moins dans un espace clos. Enfin, une troisième phase un petit peu plus symbolique et aérienne, j'ai envie de dire, puisqu'elle se passait entre les personnages principaux, donc Jon Snow, Daenerys et le Roi de la Nuit, dans le ciel avec leur dragon. Et enfin, une dernière séquence vraiment beaucoup plus restreinte où on a carrément l'ultime combat, vraiment le combat le plus saisissant, le combat le plus important et le plus déterminant pour cette bataille, c'est la dernière phase. Une dernière séquence exceptionnelle qui se clôture d'une manière magistrale, qui je pense va vraiment faire couler beaucoup d'encre, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir dessus plus en détail parce qu'au final, cette fin qu'on a eue dans l'épisode 3, elle est tout à fait logique puisqu'elle a été écrite par J.R.R. Martin depuis 2015. Oui, on connaît cette fin depuis 2015, mais c'était une théorie que j'avais développée il y a très longtemps et que j'avais un petit peu retravaillée et qui au final était passée totalement inaperçue. Je crois qu'elle avait fait 30 000 vues par rapport à toutes mes autres théories qui avaient fait dans les 200 ou 300 000 vues. Celle-là, elle était passée totalement à côté de la plaque et au final, J.R.R. Martin, il n'avait pas menti en 2015. Donc ne vous inquiétez pas, je vais revenir plus en détail sur ces fins puisque vous allez voir que cette fin est liée à l'univers de Tolkien et cette fin va être absolument incroyable. Donc j'espère que vous serez là jusqu'au bout de la vidéo pour savoir de quoi il en est. La première phase est sans doute la plus imposante et peut-être la plus bizarre dans le sens où au final on a des armées vraiment qui se rentrent dedans, on a une armée vraiment de zombies, un petit peu à la World War Z quand on a une vague de zombies qui submerge ses ennemis. Beaucoup me disaient oui mais les spectres c'est facile de les tuer. Au final les spectres ils jouent plus sur le nombre à chaque fois pour détruire les hommes et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment submergé comme une vague qui arrivait, une déferlante de cadavres ambulantes qui arrivait sur les hommes pour les détruire. J'ai trouvé ça super. Le problème de cette phase qui était très bien exécutée, super esthétique et tout, chaud-froid, bref, très bien. Le problème de cette phase qui m'a un peu gêné, c'est que c'était trop brouillon parfois, j'avais du mal à savoir qui faisait quoi, qui se battait contre quoi, ça bougeait dans tous les sens, même si voilà, c'est un peu dommage d'avoir fait une bataille très sombre. Je pense par exemple à la bataille du gouffre de Helm, qui est elle aussi sombre, mais qui quant à elle a une espèce de lumière un peu bleutée qui fait ressortir les surfaces, qui fait ressortir les combattants. Là, on a eu une espèce de brouillard un peu, c'est le Roi de la Nuit qui arrivait avec sa tempête, mais on avait une espèce de brouillard de neige qui cachait un peu et qui donnait un aspect granuleux à la bataille. En plus, il y avait le feu, il y avait un peu de la glace par moment, il y avait un petit peu de la neige. Ça donnait un aspect de chaos et d'apocalypse total. Je pense que c'était voulu de la part des showrunners d'avoir une espèce de bataille vraiment chaotique où on ne voit rien, où on comprend rien, où les personnages se font décimer à gauche à droite, ils savent pas où il y a les épées qui leur arrivent dessus et tout ce qui arrive. Esthétiquement parlant, c'était bizarre par moment et j'avais un peu du mal à savoir qui faisait quoi. D'ailleurs, pendant cette bataille, nous avons perdu Ed Talet, une mort vraiment que j'attendais, que j'avais anticipée, même si voilà, le fait qu'il se sacrifie pour Sam, je pense que c'est voulu, que c'est légitime et que c'est logique dans le sens où Sam va être beaucoup plus utile par la suite de l'histoire pour peut-être arriver à légitimer Jon Snow. Et justement, le sacrifice d'Ed, j'ai trouvé ça très bien, c'était bien fait, c'était un petit peu rapide, mais bon, Ed n'est pas un personnage assez très développé non plus, même si on le côtoie depuis la saison 1, ça fait quelque chose quand même de dire au revoir à ce personnage qui était quand même le Lord commandant de la garde de nuit, même s'il n'y avait plus de garde de nuit. Et on assiste à une bataille vraiment sensationnelle où Mélisandre vient carrément toucher avec ses mains les barricades et les enflammer avec sa magie. J'ai trouvé ça super. J'ai même cru qu'à un moment elle allait y passer, mais je me suis dit non, quand même c'est Mélisandre, elle va pas y passer aussi facilement. Et au final c'était très bien, c'était bien exécuté. Il y avait beaucoup de parallèles avec la bataille du gouffre de Helm, le fait d'abandonner vraiment les murailles, le fait de se replier, d'avoir un combat un peu plus restreint et beaucoup plus rapproché dans la phase numéro 2. Cette phase numéro 2 c'est sans doute ma préférée, c'est la phase un petit peu, j'ai envie de dire entre guillemets film d'horreur, où on a carrément les personnages qui se battent dans les couloirs, qui vont essayer de survivre dans les couloirs en groupe. J'ai trouvé ça exceptionnel dans le sens où on a vraiment une séquence à la World War Z, clairement, par exemple dans World War Z, je vous spoil, mais à un moment les personnages doivent carrément éviter des zombies qui sont dans des pièces, et bien là on a plus ou moins un petit peu la même chose avec Arya qui essaye d'éviter les morts dans la bibliothèque. J'ai trouvé ça très bien fait, c'était pas mal, même le coup un petit peu où elle se cache sous la table et hop, elle se barre et tout. On voit vraiment qu'elle a été entraînée pour ça, qu'elle sait esquiver, qu'elle sait se rendre invisible. N'oubliez pas ce que lui a dit Syrio Forel dans la saison 1, es-tu capable de bouger et d'être aussi silencieuse qu'une ombre? Oui, elle est capable de bouger et d'être aussi silencieuse qu'une ombre, elle l'a fait et elle nous l'a démontré dans cette séquence de la bibliothèque qui était vraiment un film d'horreur, hein. C'était l'armée des morts, c'était clairement ça, l'armée des morts de Zack Snyder. C'était très bien, c'était vraiment parfait, rien à dire sur cette séquence. Et après elle va rencontrer Beric Dondarrion et Sandor Clegane. J'ai trouvé cette séquence là aussi saisissante, dans le sens où Beric Dondarrion à un moment il est comme ça mais en mode vraiment hold the door quoi, tient la porte comme au door, et j'ai trouvé ça mais exceptionnel dans le sens où vraiment il se sacrifie pour permettre à Sandor Clegane et Arya de survivre, et au final quand il meurt,
Bon, au départ, j'ai cru que Mélisandre elle allait venir pour le ressusciter en faisant le baiser de feu pour peut-être le ressusciter, mais au final, le fait qu'il meure, c'était tout à fait logique, puisque Mélisandre lui dit clairement, il était là pour mourir et il a servi le dieu, et le dieu l'a ramené pour une raison, c'est-à-dire mourir et permettre à Arya de peut-être vaincre la nuit. Et justement, on a Mélisandre qui refait sa prophétie sur les yeux marrons, les yeux verts, les yeux bleus. Donc je me suis dit au final, ouais, elle tue des yeux bleus depuis le départ, c'est des spectres, bon bah... Voilà, classique, hein, le roi de la nuit il va débarquer, il va buter tout le monde et ça va être fini, ils vont partir et puis voilà. Mais non, Game of Thrones a encore réussi à nous surprendre et à changer complètement d'atmosphère et c'était exceptionnel là aussi. J'arrête pas de dire exceptionnel mais c'est normal, c'est parce que c'est mon avis, vraiment, c'était exceptionnel, après il y a des défauts comme vous vous en doutez. Et ce film d'horreur, il atteint son apogée le plus ultime avec la séquence dans les cryptes qui est vraiment le film d'horreur, hein, c'est le film d'horreur à la façon George Romero là, vraiment, l'armée des morts, le jour des morts vivants, enfin vraiment ça, vraiment où les morts vivants sortent des cryptes. J'ai trouvé ça sensationnel. On l'avait plus ou moins teasé, on savait qu'il y avait des morts et tout ça, même si je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être Rickon dans le lot, j'ai pas très bien vu qui étaient ces morts qui se soulevaient de la crypte. J'ai trouvé cette séquence bien foutue et émouvante, dans le sens où on avait Tyrion et Sansa qui étaient à un moment côte à côte, et qui se sont regardés avec le couteau en mode bon bah écoute, on va se battre au dernier moment et puis au pire on se suicide. Moi c'est comme ça que je l'ai interprété, dans le sens vraiment un regard, le fait qu'il embrasse sa main, c'était magnifique, c'était vraiment un moment touchant, le moment touchant de l'épisode vraiment, c'était ça, cet ultime échange entre Sansa et Tyrion qui est là et qui se dit je vais me battre jusqu'au bout pour essayer peut-être de vaincre les spectres et de faire gagner du temps ou d'opposer une résistance. On n'a malheureusement pas eu de moment de bataille, c'est un peu dommage mais bon, c'est pas trop grave, c'était quand même très touchant et il fallait un petit moment de tendresse dans ce chaos le plus total. Et cette phase film d'horreur, elle prend vraiment sens avec le moment où Lyanna Stark charge sur le géant. Oh là là, elle s'est pris un chassé de l'enfer. Je me suis dit ok, elle est morte comme ça, j'étais déçu. Et là au final quand je la vois se soulever et tout et qu'elle gueule encore sur le géant, je me suis dit putain mais elle va crever c'est sûr. Et là au final le géant il la compresse comme ça et elle balance son truc comme ça, c'était explosif. Là aussi j'étais triste quand Lyanna Mormont est morte parce que je me suis dit merde putain on a perdu Lyanna mais pourquoi ? Pourquoi Lyanna? Elle était innocente, elle était toute gentille, bon, elle était un peu froide par moments, mais au final, ça m'a perturbé. Après, bon, je veux bien comprendre, c'est la dernière saison, c'est le dernier épisode avec vraiment les marcheurs blancs, la bataille finale, l'ultime bataille de Winterfell. Le fait d'avoir arraché Lyanna Mormont, ça m'a un peu frustré par moments, même si, voilà, comme je vous ai dit juste avant, ça participait au côté film d'horreur, et puis en plus, elle a terrassé un géant, ce qui n'est pas rien. Bravo à toi Lyanna, tu as réussi à défoncer un géant, même si tu t'es fait malheureusement tuer après. C'est au final le jeu, tu perds, tu meurs, tu gagnes, tu sais plus, tout le monde perd, on est perdu, c'est la bordel, tout le monde crève, enfin c'est trop difficile à leur dire. La troisième phase, qui se déroulait plus ou moins en même temps que la deuxième, c'était vraiment le ballet des dragons, la danse des dragons dans le ciel, où on avait toute une bataille aérienne, Jon Snow et Daenerys qui chassent le roi de la nuit sur leur dragon, c'était super, il y avait un jeu de couleurs là aussi, le fait que le roi de la nuit il soit repéré par Bran avec ses corbeaux, c'était une mise en scène mais exceptionnelle. En plus la bataille elle tourne vraiment au corps à corps entre les dragons, c'est un peu dommage par exemple que le roi de la nuit il ait pas eu une espèce de pouvoir magique ou un truc un petit peu pour opposer de la résistance à Jon Snow avec son épée, bon ça aurait peut-être fait genre Palpatine avec les éclairs, hein, mais ça aurait été un petit peu plus saisissant à mon sens si le roi de la nuit aurait combattu depuis son dragon Jon Snow, même si au final la bataille tourne un petit peu genre aux dragons qui se griffent, qui se mordent et tout, c'est normal, hein, mais il n'y a pas trop de... J'aurais aimé peut-être par exemple que Drogon et Viserion crachent du feu, qui est une espèce genre à la... Vraiment une confrontation, mais entre le feu bleu et le feu rouge, mais vraiment une confrontation totale quoi. Là on n'a pas vraiment eu ça, c'est un petit peu dommage. Après ce que j'ai trouvé super, c'est que le dragon, donc le spectre, il a eu un moment un morceau de mâchoire arraché et il a même eu carrément un petit peu une espèce de grosse griffe, là j'ai cru qu'il allait le décapiter à un moment de régal, et qu'il crache du feu par le côté, ça donnait vraiment un aspect mais mort ultime quoi, vraiment le dragon spectre quoi, le dragon spectre ultime. Détruit, qui se décompose, c'était vraiment très bien fichu, j'ai beaucoup aimé ce moment où à un moment là il avait vraiment la moitié de la tête coupée et il commençait à cracher du feu. Enfin, c'est pas vraiment il crachait du feu mais on aurait dit qu'il avait le feu qui jaillissait tout seul, c'était là aussi un point positif à mettre sur vraiment tout ce qui est aspect esthétique de l'épisode qui est tout à fait réussi et qui est bien travaillé malgré le côté comme je vous ai dit un petit peu granuleux, le côté un petit peu brouillard qu'on voit pas très bien par moment, mais je pense que comme je vous ai dit en première partie c'était tout à fait voulu et ça voulait participer à un côté
apocalypse et chaos total, et au final c'est ce qui ressort de cette bataille aérienne, le chaos, le désespoir, la bataille, l'apocalypse, tout ce qui s'ensuit. Et là aussi Jon Snow il atterrit et on sait pas trop ce qui arrive à Rhaegal, un petit peu comme Fantôme. On le voit plus après, donc j'espère que Rhaegal est encore en vie, mais je pense que Rhaegal est en mauvaise posture, j'ai bien peur qu'il ne survive pas. Mais voilà, il fait partie de ces personnages avec par exemple Fantôme où on sait pas trop leur destin, donc on verra bien dans l'épisode 4 ce qu'il en saura, même si pour Rhaegal je suis beaucoup plus sceptique. Et là on arrive à un moment, je l'ai senti venir, où Daenerys était face au roi de la nuit qui est tombé donc de son dragon, il a été désarçonné, et là t'as Drogon qui balance du feu, et je l'ai senti venir que le roi de la nuit il allait pas mourir, parce que le roi de la nuit depuis le départ il éteint le feu carrément, et cette séquence elle m'a fait penser vraiment au Terminator quoi, c'est-à-dire le Terminator il est dans le feu, tu crois qu'il a détruit, et là tu le vois se soulever dans le feu. Moi ça m'a fait directement penser à Terminator, depuis le début je n'arrête pas de dire que le roi de la nuit est un Terminator, ben là on a eu carrément la matérialisation du Terminator, il prend sa lance et il balance la lance en mode hop elle se bat, en plus il a un sourire, il avait eu ce sourire le roi de la nuit à un moment quand il rentrait dans la cachette de la Corneille dans la saison 6, il a eu ce petit sourire vite fait, et là en fait il a eu vraiment the sourire en mode tu vois tu peux pas me tuer, je suis invincible. J'ai trouvé ça vraiment génial. Ils ont pas fait la connerie aussi de faire parler le roi de la nuit, c'était très bien, le roi de la nuit est resté muet jusqu'au bout, il est resté comme il était depuis le départ, un personnage froid qui avance d'une manière un peu robotique comme ça, un Terminator quoi, c'était très bien. La frustration ultime elle arrive juste après, c'est quand le roi de la nuit avance et que Jon Snow lui court après, le roi de la nuit se retourne, et là je me suis dit bon ben le roi de la nuit il va dégainer son épée, il va buter Jon Snow, ou au moins ils vont se battre, Jon Snow il va peut-être le vaincre et tout. Non, le roi de la nuit il se lève, il fait juste ça, hop, tous les morts se soulèvent. Ça m'a frustré dans le sens où Jon Snow il arrivait vraiment pour se battre et on n'a pas eu vraiment de scène de combat du roi de la nuit, on n'en a pas eu, ça fait partie d'une déception entre guillemets si vous voulez vraiment. Ça m'a frustré ce moment du roi de la nuit où je m'attendais vraiment à voir Jon Snow lui courir après, se battre avec, peut-être sortir son épée, j'aurais aimé voir comment il se bat et au final on ne l'a pas vu, c'était voilà, c'est ma petite réserve sur ce moment, même si j'étais sur le cul parce que je me suis dit bah si le roi de la nuit il fait ça tout le temps c'est fini quoi, ils vont jamais y arriver, ils vont jamais le vaincre, et en plus qu'il fait ça le roi de la nuit, il arrive à ressusciter plein de personnages et tous les morts qu'il y a eu aux alentours, notamment Ed, mais aussi Lyanna Mormont. D'ailleurs, il y a un contraste avec Lyanna Mormont dans ses yeux, on a vraiment l'œil bleu avec le feu au milieu, c'était magnifique là. Il y a eu beaucoup de contrastes chaud-froid dans cet épisode qui m'ont beaucoup plu, et on sent qu'ils ont voulu se donner à fond pour rendre cet épisode spectaculaire, et au final, le roi de la nuit, il arrive à rentrer dans Winterfell, et j'ai trouvé cette séquence mais absolument symbolique, le fait qu'il rentre dans Winterfell avec tous ses morts autour, les Immaculés qui accueillaient, les Sauvageons, les Spectres, tout ça, c'était vraiment, mais c'était difficile. C'était chaud et je me suis dit bon mais s'il arrive il va tuer Bran Stark, c'est foutu. Et là on voyait Théon qui se battait mais comme un démon, il se battait avec sa lance, avec son arc et tout, et c'était vraiment une belle séquence. En plus on a eu un petit moment juste avant le début de la bataille où tu avais Bran Stark qui parlait avec Théon et qui lui disait tout ce que tu as fait avant t'a amené jusqu'ici, où tu appartiens à la maison. Et au final en fait Théon il est vraiment resté jusqu'au bout aux côtés de Bran Stark, il s'est sacrifié pour Bran Stark. Une séquence là aussi exceptionnelle et vraiment magnifique où Théon charge sur le roi de la nuit, il se fait défoncer, mais c'était le fait de gagner du temps, le fait d'offrir sa vie pour que Bran Stark ait un petit peu de temps supplémentaire en vie. J'ai trouvé ça vraiment saisissant et magnifique. Et là t'as le roi de la nuit qui débarque, qui regarde Bran Stark, je me suis dit bon bah c'est foutu, c'est la merde, ils vont tous crever. T'as le roi de la nuit en plus qui est comme ça, qui prend vraiment, mais comme un robot quoi, vraiment comme un robot son épée et qui commence à la dégainer. Et là d'un coup t'as Arya qui débarque, qui lui saute dessus, je me suis dit oh putain il a chopé Arya, ça y est c'est foutu, il a chopé Arya. Et là elle fait tomber sa dague et paf. Alors là, j'étais sur le cul. J'étais sur le cul parce que je me suis dit bon ben c'est Arya qui a tué le roi de la nuit, ok, tout va bien, tout est normal, ok, il n'y a plus de marcheur blanc. Donc ok, mais pourquoi Arya, ça m'a vraiment perturbé, et au final je me suis dit ah mais au final Mélisandre elle a quand même dit tu vas fermer des yeux marrons, des yeux verts, des yeux bleus, mais les yeux bleus c'est pas que des spectres, c'est carrément l'œil bleu vraiment, c'est le symbole ultime, et elle a fermé tous les yeux bleus d'un simple coup de dague. Mais c'était exceptionnel, c'était génial. Arya Stark qui survit au roi de la nuit et qui est plus maligne que le roi de la nuit, mais c'était exceptionnel dans le sens où vraiment c'était inattendu. Je voulais de la surprise, tout le monde disait oui, le roi de la nuit il va crever contre Daenerys, il va crever contre Jon Snow, ah mais non le roi de la nuit il va tuer Jon Snow et Jon Snow va devenir le nouveau roi de la nuit, ah mais non c'est Bran qui va se battre d'un point de vue magique, et au final pas du tout. Le roi de la nuit il s'est fait vaincre par Arya Stark, alors là, exceptionnel, je ne m'y attendais pas du tout, j'étais sur le cul, comme quoi Game of Thrones est capable de nous surprendre du début à la fin, et j'ai trouvé ça mais
un parallèle mais qui m'a vraiment saisi sur le coup. Et là je me suis rappelé d'un truc pendant la bataille du Pelennor dans le Retour du Roi. Le roi sorcier d'Angmar, il a été tué par Éowyn, une femme. Et bien au final, le roi de la nuit, il a été tué par Arya Stark, une femme. La princesse qui fut promise, peut-être, c'est Arya Stark d'un certain point de vue symbolique. Je ne pense pas qu'elle l'est vraiment du point de vue physique, mais d'un point de vue symbolique, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. Elle est une élue. Elle a réussi à tuer le roi sorcier, Éowyn, alors que c'était juste une femme simple. Et là, tu as Arya Stark, une femme entre guillemets simple, qui tue le roi de la nuit. Ultime. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'était impossible à prévoir. C'était impossible à prévoir. Même si, là je vais faire une petite aparté, J.R.R. Martin, il avait dit en 2015 qu'il voulait s'inspirer de la fin de Tolkien pour son œuvre et pour Game of Thrones. Il avait bien précisé Game of Thrones, attention. Et en fait, c'était une vidéo que j'avais présentée en février 2018. Elle n'avait pas fait beaucoup de vues à l'époque et je me suis dit, bon, mais au final, c'est pas possible que ce soit ça, mais J.R.R. Martin, il avait bien dit que sa fin de Game of Thrones aurait les mêmes tonalités et la même atmosphère que le Retour du Roi de Tolkien, et en fait, il a parlé d'un chapitre bien en particulier. Ce chapitre qui n'est présent que dans le livre, parce que le film de Peter Jackson a fait un autre choix, c'est le chapitre du Retour des Hobbits dans la comté, où ils découvrent en fait la comté au service de Saruman, avec Saruman qui les a trahis, et dans cette théorie, j'avais fait un parallèle dans le sens où les personnages, au départ, ils s'occupent dans le livre de Sauron, donc c'est la menace ultime, j'avais dit que c'était le roi de la nuit, et après ils reviennent en arrière, et en revenant en arrière, ils s'occupent du traître Saruman, et le traître dans Game of Thrones c'est qui? C'est Cersei, donc au final, le roi de la nuit il est mort, et le boss final de Game of Thrones c'est Cersei, c'est Euron Greyjoy, c'est la compagnie dorée, c'est Qyburn, c'est la montagne, c'est tout ce que vous voulez, donc j'ai trouvé ce parallèle vraiment saisissant, et au final J.R.R. Martin, eh bien, il avait raison. La fin de Game of Thrones, et peut-être la fin du Trône de Fer, sa saga littéraire, aura la même tonalité que la fin de Tolkien, donc je reste persuadé que les livres auront plus ou moins la même fin identique, peut-être pas dans le sens vraiment où il y aura la bataille de Winterfell, Théon va mourir là-bas, mais dans le sens symbolique, vraiment je vois les marcheurs blancs être défaits dans le livre, et au final c'est tout à fait logique. Ce n'est pas une fin nulle et scénaristiquement parlante décevante, je pense qu'au final, à la lumière de cette théorie et de ces déclarations de J.R.R. Martin qui datent quand même de 2015, ne vous trompez pas, ça date de 2015, 4 ans en arrière, eh bien au final, cette fin est tout à fait logique, elle est légitime, et là peut-être que la mise en scène ne vous a pas plu, vous avez tout à fait le droit que la mise en scène ne vous plaît pas, mais de là à dire que cette fin est à chier, qu'elle est nulle, qu'elle est vraiment minable, je ne pense pas, je pense même que vous faites fausse route parce que vous n'avez peut-être pas assez de recul pour vous rendre compte que J.R.R. Martin, eh bien, il applique tout simplement ce qu'il fait, c'est-à-dire une fin façon Tolkien, et la série fait des choix peut-être différents, dans le sens où on n'a pas les écrits de Martin, donc la série fait peut-être des choix hollywoodiens, blockbusterisés, j'ai envie de dire, mais au final, le cœur même de la fin, la colonne vertébrale de cette finalité, elle était écrite depuis 2015, depuis que J.R.R. Martin a dit « Je veux m'inspirer de Tolkien pour la fin », parce que ce chapitre-là, du retour des Hobbits dans la comté, il était exceptionnel, le fait que le personnage principal soit meurtri et qu'il se sacrifie au final, j'ai trouvé ça saisissant. Et bien là, les showrunners, ils ont tout simplement mis en application les déclarations de Martin de cette époque, c'est-à-dire une fin douce amère, le roi de la nuit est vaincu, on a perdu des personnages, mais la bataille n'est pas terminée parce qu'il nous reste à nous occuper du traître Saruman, c'est-à-dire Cersei Lannister, qui est caché dans son château, et donc on va reculer petit à petit, et on va aller chercher le traître pour regagner nos terres, et regagner quoi? Le trône de fer pour peut-être Jon Snow ou Daenerys. Donc voilà une fin exceptionnelle qui était logique, le roi de la nuit est vaincu, les marcheurs blancs sont vaincus dans l'épisode 3, c'est logique selon les déclarations de Martin. Peut-être après que selon les goûts et les couleurs vous n'avez pas aimé cette fin, c'est tout à fait votre droit, mais de là à dire que cette fin n'est pas logique, qu'elle est inutile, qu'elle est minable, qu'elle est à chier et qu'elle est scénaristiquement parlant vraiment minable et qu'il y a des facilités, là je ne suis pas d'accord avec vous parce que, à la lumière de ce que je vous ai dit, c'est logique. Je viens de le redire, mais c'est pas grave. Et suite à cette bataille, on perd Jorah Mormont dans les bras de Daenerys. Là aussi, une fin mais magistrale, peut-être même la mort la plus déchirante dans le lot avec Théon Greyjoy. Jorah, je l'avais anticipé, je savais qu'il allait mourir. C'est frustrant parce qu'on se dit qu'au final, la maison Mormont, eh bien, elle n'existe plus. Jorah est décédé, Lyanna est morte aussi.
La maison Mormont est officiellement éteinte. Ça fait une maison de plus, mais c'est la fin douce amère qu'on nous promet depuis le départ. Les marcheurs blancs sont vaincus, les vivants sont toujours là, mais on a beaucoup de pertes de notre côté. Et je pense que l'épisode 4 va être là pour vraiment essayer de rassembler tout le monde, de faire une espèce d'épisode un petit peu touchant et émouvant comme l'épisode 2. Voilà, c'était très difficile à regarder par un moment, mais ça valait le coup. C'était épique, c'était logique, c'était magnifique, voilà, magnifique. Ce rôle autour d'Arya, je ne l'attendais pas, mais là, clairement, j'accueille ça à bras ouverts. Je suis très surpris que Arya ait réussi à vaincre le roi de la nuit, mais c'est ce que je demandais, de la surprise, de la joie, des pleurs, des rires, c'est tout ce que je demandais, et pour l'instant, je suis satisfait de mon côté. En plus, on a un retour d'Arya sur l'histoire des yeux, avec notamment Mélisandre qui lui rappelle, oui, tu vas fermer les yeux marrons, les yeux verts et les yeux bleus. Et après coup, je me suis dit, mais au final, les yeux marrons, c'est Meryn Trant et Walder Frey, les yeux verts, c'est Peter Baelish, plus ou moins, et les yeux bleus, c'est le roi de la nuit, clairement. Donc. Et peut-être qu'Arya va encore ajouter quelques yeux dans sa palette de couleurs, avec notamment Cersei, Euron Greyjoy et peut-être Qyburn ou la Montagne, nous verrons bien dans les prochains épisodes, mais ça promet du lourd, du très très lourd. Concernant vraiment l'esthétique de la bataille, je n'ai rien à dire à part la critique que j'ai fait pour la phase un petit peu première de la bataille, avec le côté brouillard qu'on voyait pas très bien, le côté un petit peu granuleux qui rendait parfois la bataille un peu brouillonne, mais au final cette bataille était réussie du début à la fin, c'était sensationnel, c'était exceptionnel. Il y a même un moment qui m'a beaucoup plu, c'est un moment où on voit vraiment la tempête qui arrive, et j'ai l'impression que ça fait comme une main qui tombe comme ça avec des doigts, et les doigts pointus, j'ai l'impression que c'est la matérialisation du roi de la nuit. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'a vraiment fait penser à Jon Snow quand il disait dans la saison 5 ou la saison 6, je me rappelle plus trop, l'ennemi n'attendra pas la tempête, il amène la tempête. Et clairement, on a eu la symbolique de cette déclaration de Jon Snow, c'était très bien. Il y avait du chaud, du froid, c'était exceptionnel, et je me demande vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite. Après, concernant peut-être, comme je vous ai dit, la critique que j'ai fait concernant le côté granuleux, je pense qu'ils auraient dû faire un côté un petit peu comme le gouffre de Helm avec le côté bleuté, ça aurait peut-être rendu l'image un peu plus esthétique. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère la bataille du gouffre de Helm, elle est beaucoup plus saisissante et beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus prenante à mon goût. Mais au final, la bataille de Winterfell était réussie, la fin était logique, tout était très bien mis en scène, tout était réussi. Juste après la critique, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de parler du sacrifice de Mélisandre, je veux quand même revenir dessus. On assiste au sacrifice de Mélisandre dans cette dernière saison, je ne m'y attendais pas, je pensais qu'elle allait mourir tuée par un marcheur blanc ou par le roi de la nuit, mais le fait qu'elle retire son collier et qu'elle avance vers l'aube, c'est synonyme qu'elle a complètement accompli son destin et qu'elle ne pouvait pas faire mieux, donc vraiment très belle fin pour Mélisandre, et en plus le plan final où elle s'écroule dans la neige après avoir retiré son collier était quant à lui magnifique. C'est peut-être pas la bataille que je préfère dans Game of Thrones, mais clairement c'est la plus spectaculaire. À mon sens, la meilleure, ça restera la bataille du mur, qui était beaucoup plus saisissante et beaucoup plus impressionnante, et moins, je dirais, obscure que celle-là. Mais au final, cette bataille de Winterfell, elle remplit son quota de mort malheureusement, elle remplit aussi son quota de joie, de larmes, de tristesse, de tension, bref, exceptionnel. Clairement, on n'arrêtait pas de dire qu'il allait y avoir un après et un avant épisode 3, c'est le cas, les marcheurs blancs sont vaincus, la menace principale est désormais révolue, il faut s'occuper du boss final, Cersei Lannister et son armée. Ça promet une bataille, je pense, devant les murs de Port-Réal, exceptionnelle là aussi, je suis sûr que ça va être très difficile. Mais le meilleur reste à venir, c'est sans doute l'épisode qui va, je pense, le plus diviser les fans. Par exemple, à la fin, beaucoup vont être déçus, je le conçois tout à fait, vous avez tout à fait le droit d'être déçus, c'est tout à fait votre droit, mais je me répète, de là à dire que c'est une fin à chier qui ne respecte pas du tout l'univers et qui n'est pas du tout logique, compte tenu des déclarations de J.R.R. Martin, pour moi c'est le contraire, elle est logique et elle est légitime. Voilà, après vous avez tout à fait le droit de dire que cette fin ne vous a pas plu, mais restez quand même logique avec vous-même, cette fin elle était écrite depuis longtemps et au final on a eu la fin que J.R.R. Martin a imaginée et nous avait entre guillemets teasé depuis 2015. Restez quand même focus sur cet épisode 4, ça va être un épisode je pense déterminant, un épisode qui va nous montrer les séquelles de la bataille. Je pense que ça va être un épisode important et j'espère que Bran Stark va être là aussi pour nous apporter des informations supplémentaires. Je pense que Bran Stark va avoir encore son rôle à jouer dans cette histoire et je suis très surpris de la tournure de Game of Thrones et de ce qui va se passer par la suite. Ça va être vraiment à suivre, affaire à suivre, j'ai envie de dire. On a déjà vécu la moitié de la saison,
Les marcheurs blancs ne sont plus, maintenant il faut s'occuper de Cersei. Et là, ça promet, je pense qu'on va voyager, qu'on va peut-être voir Edmure Tully, enfin bref, je vais en parler plus en détail sur ma vidéo sur l'épisode 4. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de cet épisode 3, j'espère que ça vous a plu et intéressé jusqu'au bout. Comme d'habitude, si le t-shirt vous a plu, vous avez un lien dans la description avec un code promotionnel. J'aurais aimé ne jamais porter ce t-shirt ici, mais je pense que c'est celui qui s'applique le plus à cet épisode. Gérard Martin, tu nous as bien eu avec ta fin, avec le roi de la nuit, les marcheurs blancs, et au final tu nous as arraché des personnages, j'espère que ça en vaudra la peine pour la suite de Game of Thrones. Et je vous donne rendez-vous très prochainement avec l'analyse de la bande-annonce de l'épisode 4 qui je pense sera à suivre de très près. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout et à très vite, salut.